Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart for Change pour rester à l'écoute des marchés. Chaque jour, vous nous suivez en direct à 17h à la télévision via vos box. Vous nous retrouvez chaque soir en rattrapage, en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés qui sont en train d'observer la montée des tensions géopolitiques ou des menaces de l'administration Trump et du président Trump, en l'occurrence, vis-à-vis de certains partenaires ou considérés comme tels fut un temps. On parle aujourd'hui du Groenland, bien sûr, la situation au Venezuela qui continue de se développer, et puis le cas iranien qui reste également un point chaud géopolitique du moment. Des marchés donc en observation de ces situations et des réactions qui commencent à prendre forme. On voit le secteur de la défense qui connaît une envolée spectaculaire encore aujourd'hui. Ça n'est que la confirmation d'une tendance que ce qu'on observe depuis plusieurs mois, voire plusieurs trimestres maintenant, le secteur de la défense qui a été un des grands gagnants de 2025 et qui débute très fortement cette année 2026. Du côté de la macroéconomie, la semaine sera particulièrement intéressante avec les chiffres d'emploi américains. Déjà, l'enquête ADP sur le secteur privé, Pauline vous en apportera tous les détails dans un instant, en attendant le grand rapport de vendredi, après des données d'emploi américaines particulièrement bruitées en fin d'année, notamment en raison du shutdown. Ce rapport sur l'emploi du mois de décembre est particulièrement attendu pour notamment peut-être reconstruire un peu de confiance ou de fiabilité dans les données américaines. Ce sera à suivre vendredi. Aujourd'hui, les investisseurs ont pris connaissance de la première estimation d'inflation pour l'ensemble de la zone euro, une inflation parfaitement conforme à la cible de la Banque Centrale Européenne, à 2% pile sur un an pour l'inflation globale. Voilà pour les sujets du moment. Discussion bien sûr à suivre avec nos invités de Planète Marché. Puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous évoquerons la Deep Tech, une technologie de rupture qui est en train d'approcher et d'arriver à vitesse grand V. L'IA, c'est maintenant. Le quantique, c'est pour bientôt, avec des roadmaps qui convergent toutes vers 2030 et des premières applications industrielles du quantique que l'on pourrait voir naître et arriver dans les prochaines années. Nous en parlerons avec les équipes d'AVP Capital qui investissent dans ce secteur du quantique, dans le non-coté bien sûr, et c'est François Robinet, managing partner d'AVP, qui sera l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel est avec nous et vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. La géopolitique à la une toujours et Donald Trump sur tous les fronts, le Groenland, le Venezuela et des investisseurs qui commencent à mettre un prix sur ces situations géopolitiques. Oui, cette agitation contribue à raviver les tensions géopolitiques. S'agissant du Groenland, Donald Trump étudie plusieurs scénarios pour en prendre le contrôle, y compris un recours à la force. En parallèle, l'Allemagne et la France s'emploient à trouver une réponse européenne sur ce dossier. Ouais, le gouvernement danois réagit, indiquant que le Danemark allait investir l'équivalent de 12 milliards d'euros dans le réarmement du Groenland. Oui, après ces déclarations, le secteur de la défense est en vedette. Thales bondit de 6,5% en tête du CAC 40. Dassault Aviation gagne 4%. Ailleurs en Europe, Saab, Hensoldt et Rheinmetall gagnent 4%. Un autre secteur qui réagit aux tensions géopolitiques, notamment autour du Venezuela, c'est le secteur du pétrole. Oui, le secteur recule dans le sillage du repli des prix du pétrole provoqué par l'annonce d'un accord entre Caracas et Washington qui prévoit l'exportation de 2,5 milliards de dollars de pétrole vénézuélien vers les États-Unis, soit jusqu'à 50 millions de barils. Dans ce contexte, Total Energy cède 3%. Chevron et ExxonMobil évoluent en léger repli. Les marchés obligataires réagissent également aux inquiétudes et aux tensions géopolitiques. Oui, le rendement américain à 10 ans s'est détendu autour de 4,15%. En Europe, le rendement allemand à 10 ans cède 5 points de base autour de 2,80%. Et le rendement britannique à 10 ans est tombé à son plus bas niveau depuis 3 mois, à 4,40%. Sur le marché des changes, le dollar est stable et l'euro-dollar se traite autour de 1,17. Qu'en est-il du côté des grands marchés actions, Pauline ? Aux États-Unis, le S&P 500 a inscrit hier son premier record de 2026, juste après le Dow Jones qui se rapproche d'ailleurs des 50 000 points. Aujourd'hui, les indices ouvrent sur une note
prudente. Côté européen, le DAX enchaîne les records et dépasse les 25 000 points pour la première fois. En France, le CAC 40 évolue sans tendance marquée, au-delà de 8 200 points, mais lesté par les valeurs du luxe. La macro marque cette semaine également avec l'emploi américain en premier lieu et l'enquête ADP sur le secteur privé américain qui était attendue aujourd'hui. Oui, l'économie américaine a créé 41 000 emplois en décembre, un chiffre légèrement inférieur aux 49 000 créations attendues. Le mois dernier, l'économie américaine avait détruit 29 000 emplois, un chiffre un peu moins important que ce qui avait été publié. Dans le même temps, l'enquête Jolts, qui recense les ouvertures de postes sur le marché du travail américain, a été publiée pour le mois de novembre. Le nombre de postes à pourvoir diminue légèrement avec 7,1 millions d'ouvertures. Et puis au chapitre américain, l'ISM Service a été publié également. Oui, pour le mois de décembre, l'ISM Service s'établit à 54,4 après 52,6 en novembre. C'est supérieur aux attentes. Et puis on suivait aujourd'hui également l'inflation en zone euro, première estimation pour le mois de décembre. Oui, l'inflation est tout à fait conforme aux attentes, en hausse de 2% sur un an et de 0,2% sur un mois. Dans sa version cœur, hors alimentation et énergie, l'inflation est légèrement inférieure aux attentes sur un an, en hausse de 2,3%. Quel sera le programme à l'agenda demain pour les investisseurs, Pauline ? Les investisseurs prendront connaissance du taux de chômage de la zone euro pour le mois de novembre, attendu stable à 6,4% de la population active. Toujours en zone euro, on regardera les prix à la production industrielle aussi pour le mois de novembre. Et aux États-Unis, on attend la balance commerciale pour le mois d'octobre. Pauline Gratel avec nous chaque soir en ouverture de Smart Bourse Tendance, mon ami, pour vous apporter les infos clés du jour sur les marchés. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Alexandre Taïeb est avec nous, gérant, analyste chez Sycomore Asset Management. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Grégoire. Gilles Bazicien nous accompagne, le président d'Equity GPS. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Bienvenue à Wilfried Galland qui est également avec nous ce soir. Bonsoir Wilfried. Bonsoir, Directeur général adjoint de Montpensier Arbevel. Marché géopolitique, c'est le thème qui nous anime en cette rentrée. Parlons-en encore ce soir, Wilfried, effectivement. Du point de vue du marché et des investisseurs, j'essaye toujours de garder ce lien quand même entre géopolitique et marché, c'est le sujet de l'émission, mais voilà, entre le Venezuela, le Groenland, l'Iran, pourquoi pas, et puis les points chauds traditionnels, j'ai envie de dire, Russie, Ukraine, Taïwan. Comment est-ce que le marché essaye de mettre un prix justement sur ces situations et cette nouvelle doctrine, ou en tout cas cette stratégie de sécurité américaine renforcée, on va dire ? Disons qu'il y a des impacts qui sont réels, ne sont pas des impacts d'indices. Aujourd'hui, on n'est pas des marchés qui bougent en fonction de la géopolitique. En revanche, ce qu'on voit, c'est qu'évidemment, sur le marché, par exemple, du pétrole, ça bouge. Alors, ça bouge plutôt dans le bon sens pour les économies consommatrices de pétrole. C'était un peu anticipé. On savait qu'il y avait quand même un sujet de mise à disposition du pétrole vénézuélien. On voit que ça commence à se concrétiser. Il y avait effectivement des impacts. Dès le début, il y a eu des impacts sur le marché des changes, avec une remontée du dollar, alors assez faible, mais néanmoins, une petite remontée du dollar. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu le dollar, effectivement, se faire un petit... réagir comme un refuge. Réagir comme un refuge. Ce qu'on voit également, d'ailleurs, sur un certain nombre de dettes d'État, parce que la baisse... la baisse des taux aujourd'hui ne peut être interprétée réellement que comme effectivement une nécessité de mettre plusieurs œufs dans plusieurs paniers, sans faire nécessairement de hedge réellement, mais en tout cas une politique de diversification. Et puis c'est vrai que sur les marchés actions, on a vu des réactions évidemment sur des secteurs directement impactés. Alors là aussi, ce ne sont pas des secteurs qui font bouger les indices, que le poids est relativement faible, mais on a vu des implications assez fortes dans le secteur de l'énergie. Pas nécessairement d'ailleurs sur les grandes majors pétrolières, mais par exemple dans les raffineurs, on a vu des mouvements assez importants. Et énergie même au sens large. Et bien sûr, le renouvelable solaire, toutes les alternatives aux fossiles. Exactement, le nucléaire. Aussi, le nucléaire, aux États-Unis, il y a beaucoup d'entreprises qui sont cotées, qui effectivement montrent là aussi des signes de réaction. Et bien sûr, le secteur de la défense, avec à la fois les géants que tout le monde connaît, et puis des valeurs plus petites, mais spécialisées dans la surveillance électronique, spécialisées dans les drones, spécialisées dans le matériel aérien ou sous-marin. Et on voit qu'effectivement, ce sont des valeurs qui sont
pour les valeurs européennes, plutôt des petites valeurs. On parle de quelques centaines de millions, quelques milliards de capitalisation. Pour les valeurs américaines, ça peut être quelques dizaines, voire quelques centaines de milliards. Ça reste, quand on est à quelques dizaines de milliards, ça reste des mid-cap américaines. Mais néanmoins, on voit qu'il y a des choses qui changent et on voit qu'effectivement, ça joue sur les rotations sectorielles du marché. C'est-à-dire qu'en fait, on a plus envie aujourd'hui dans le marché d'acheter des valeurs de la défense, des valeurs industrielles, de regarder l'impact sur les chaînes de valeur particulièrement. Et on va regarder évidemment ce qui peut se passer du côté iranien. Vous en avez parlé. On a un déplacement des forces spéciales américaines dans la région pas loin du Golfe. On se dit qu'il pourrait y avoir quelque chose là-dessus. Et puis, effectivement, ça facilite effectivement les rotations sectorielles. On a plus tendance à investir là-dedans que, par exemple, dans les valeurs de luxe. Aujourd'hui, c'est moins, c'est moins dans le momentum. Donc, on a des impacts de marché par les matières premières, par l'échange et effectivement par les secteurs. C'est ce que j'essaie de dire aussi en introduction. Ce qu'on observe là en réaction un peu immédiate à ces événements de début d'année ou ces tensions de début d'année, ces réactions, elles ne s'inscrivent que dans le prolongement des tendances qu'on a déjà observées au cours de 2025. Totalement. La défense, c'est pas une nouveauté maintenant. Totalement. Le véritable choc, ce serait si, par exemple, il y avait des perturbations dans les chaînes de valeur. Imaginons, par exemple, qu'on ait des tensions fortes, voire des opérations militaires dans le détroit de Taïwan. Alors là, on aura un impact qui sera un impact très fort sur les marchés. Là, on ne pourrait pas dire, non, la géopolitique, les marchés s'en fichent. Là, ce ne serait pas le cas du tout. Peut-être que quelques mois après, ça se normaliserait. Mais on aurait effectivement un choc très fort. Là, effectivement, ça se joue sur les impacts à la fois sur des secteurs qui bénéficient directement des tensions et puis effectivement des points plus liés à des matières premières sur lesquels on peut avoir des tensions. Alors, on a parlé effectivement du pétrole, on peut parler aussi du cuivre. On sait que les métaux, on sait que le Venezuela est également une des ressources fortes, en tout cas potentielles, mais ça prend du temps tout ça. Donc là aussi, les marchés vont digérer ce genre de choses et effectivement regarder les impacts après sur l'Union européenne. On sait que l'Union européenne est vraiment en première ligne maintenant avec cette histoire de Groenland. Ouais. Comment l'Union peut réagir face à quelqu'un de très transactionnel comme Donald Trump qui veut à la fois utiliser la force et faire des deals dans le cadre d'une norme qui n'est pas du tout celle-là et qui inquiète, parce qu'on était quand même dans une norme qui était beaucoup plus cadrée jusqu'à présent. Comment est-ce que les Européens qui ont à l'intérieur de l'Europe des intérêts très divergents entre la Finlande, la Pologne, le Danemark, l'Italie, l'Espagne, vous voyez que c'est pas du tout les mêmes intérêts. Comment aligner tout ça face à quelqu'un qui va mettre une pression quand même très très forte parce qu'il s'est engagé vis-à-vis de son électorat? L'opération vis-à-vis du Venezuela, c'était déjà un peu une opération de politique intérieure. Le reste, c'est aussi une opération de politique intérieure pour Donald Trump. Aujourd'hui, ça va moyennement dans ses intentions de vote et dans sa cote de popularité. C'est une façon de dire, regardez, je suis, et je ne terminerai pas là, comme disait le titre de The Atlantic, « The most consequential president ever ». Donc je suis le président qui impacte le plus la vie réelle des gens, et je tiens à le faire. Il faut que ça se voit à la pompe. Exactement. Pour les lecteurs américains. Il faut que ça se voit. Regardez, la politique... C'est quelque chose qui impacte directement. Bon, sur ces considérations géopolitiques, vos commentaires, bien sûr, à vous deux, Gilles et puis Alexandre. Et puis, le thème de la défense. Que dit la boussole d'Equity GPS sur ce secteur de la défense? Secteur Start 2025, qui débute 2026 très fort, avec des questions peut-être sur la valorisation de ce secteur et le prix qu'on a mis déjà sur la rentabilité à venir, ou la nouvelle rentabilité à venir d'un certain nombre d'entreprises. Oui, la valorisation du secteur augmente. Par contre, sa dynamique des perspectives, particulièrement à moyen terme, parce que ça se mesure quand même plus à moyen terme qu'à un horizon trimestriel, là, s'améliore fortement. Ouais. Donc, en fait, en toute objectivité, notre rating global ne s'améliore pas, mais il ne se détériore pas malgré l'envolée des prix. Voilà. C'est comme ça que nous, on le résume. Et c'est un rating qui mérite d'être encore acheteur de ce secteur. Je ne veux pas parler de thématique, parce que là, c'est un secteur. Justement, alors là, ça dépend de l'objectif du client final, et pas tellement de ma propre grille d'analyse. Et l'objectif du client final,
Je vais vous le résumer, Gilles. Faire de la perf. Hein. Non, mais justement. Alors, c'est très intéressant. Mais, alors, pas que, parce qu'on se rend compte que vous avez des clients qui sont partout sur les frontières efficientes, si on veut parler savant. Hein, c'est-à-dire qu'avec des profils de risque d'une part et de rentabilité d'autre part, qui diffèrent. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est quand il fait beau qu'on répare le toit, qu'on entretient le toit. Et donc, le risk management est quelque chose qui est extrêmement important pour toutes nos activités et ce lien entre la performance et le risque. Et donc, ça demande de déterminer très proprement avec le client final ce qu'il souhaite en termes de mix risk-reward, ce sur quoi il souhaite insister le plus. Alors, ça peut être la performance, mais là, très souvent, c'est au détriment de la volatilité. Hein, il faut souvent accepter la volatilité qui va avec. Voilà, donc ça, il faut avoir affaire à des gens qui ne changent pas d'avis. J'entends. Tout au long du chemin. Hein. Donc pour ça, il faut bien le déterminer, que ce soit bien propre, et il faut retourner voir le client très très régulièrement, pour qu'il se rende bien compte que ce qui est fait est fait en fonction des objectifs qu'il vous a assignés, et bien vérifier que ces objectifs sont toujours bons. Parce ça, qu'un c'est client final, général, Gilles. Et oui. Et pour le secteur de la défense en particulier. Alors, non, mais moi, je reviens comme ça, Gilles. Je reviens. Oui, non. Oui, mais alors, donc, pour le secteur de la France, qui n'est pas un très gros secteur, donc on peut trouver de la performance partout et de la sous-performance partout. Donc ça, c'est le premier point. Donc, on n'est pas obligé d'être dans le secteur d'être surpondéré dans le secteur de la défense pour avoir surperformé très sensiblement l'année dernière. Ok. C'était quand même mieux d'en avoir. Et des banques aussi, quoi. Ah non, mais sans banque et sans défense en Europe, c'était plus dur. Oui, enfin alors, après vous avez les métaux précieux. Oui, d'accord. Et après, on peut raisonner au-delà du quart sud-ouest du Morbihan et avoir une appréciation monde qui permet d'avoir une richesse beaucoup plus importante des valeurs considérées, et donc un effet plus naturellement de diversification d'une part, et puis aussi un effet de trouver, en élargissant sa focale, en trouvant des entreprises en bottom-up qui sont en GARP, qui sont très bien, qui sont raisonnablement pricées, avec de la croissance très bonne. Bon, et le message, c'est qu'il y a d'autres choses bien à faire, et que le secteur de la défense, qui alimente quand même qui attire beaucoup d'attention, forcément, ce qui est normal. Vous dites, on ne peut pas non plus tout mettre sur un secteur comme celui de la défense aujourd'hui. En gros, c'est pondération neutre, c'est cher, mais la dynamique des perspectives est en amélioration. Si elle ne l'était pas, il faudrait reconsidérer sa pondération sur la base de valorisation qui se sont envolées. Voilà. Oui. Très clair. Alexandre, la géopolitique et les marchés, je reviens aussi à ça. Oui. Pourquoi on a aussi peu d'impact, même si Wilfried a très bien énuméré les impacts qu'a eu cette intervention au Venezuela? La réponse, c'est juste si, aux yeux des marchés, la région concernée est relevant ou irrelevant. Si la prochaine étape, alors je ne sais pas laquelle ce sera, je n'ai pas de boule de cristal, mais si ça concerne l'Iran, l'impact devrait être aussi limité que pour le Venezuela, parce que on l'a vu au moment des échanges de missiles entre Israël et l'Iran, l'impact a été quasi neutre. En revanche, si on remonte un petit peu dans le temps, on regarde un événement comme DeepSeek, que je considérais de la géopolitique, on a un impact beaucoup plus fort et beaucoup plus négatif. Donc tant que ça ne concerne pas soit les niveaux de coûts pour les entreprises ou le niveau de profit, ou les deux, ça n'impacte pas le marché ou très très peu. Donc il y a effectivement l'impact sectoriel qui est intéressant. Bon, j'avoue que j'attendais quand même sur la défense un point de renforcement, parce que ça, vous parliez de la tendance qui ne s'est pas arrêtée. C'est un train qu'on n'arrive même plus à... On n'arrive même plus à s'accrocher au wagon du train. Il y a eu un petit essoufflement au moment où on s'approchait de la paix Russie-Ukraine. Et j'attendais ce truc-là, surtout quand on a entendu qu'on était proche à 90%, pour dire, bon, ça va faire un bon gros -5, -10 sur le secteur.
Et là, on y va parce qu'on sait que c'est une tendance structurelle. D'accord. Bon, c'est pas arrivé, dommage. Donc vous considérez... Non, mais c'est un point intéressant, parce que c'est un sujet de discussion, mais Oui. vous considérez pas qu'un apaisement du conflit, une mise en pause du conflit, un cessez-le-feu, une baisse d'intensité entre la Russie et l'Ukraine, vous considérez pas que c'est un moment où il faudra quitter le secteur de la défense? Non, pour D'accord. deux raisons. La première, mais ça c'est très personnel, je ne fais pas spécialement confiance à la Russie pour respecter un traité de paix. Et deuxièmement, ça n'arrête pas les conflits par ailleurs. Donc non, je pense que le secteur de la défense est encore amené à se développer et qu'il va y avoir des commandes. Donc on parlait du Groenland. Là, ça va être déterminant quand même pour le secteur de la défense européen, puisque là, il est directement concerné. Probablement un des meilleurs, si ce n'est le meilleur secteur là, sur les 3-4 premières séances de 2026. Thales, c'est déjà à plus 15, quoi. Voilà. Donc là, il va falloir voir. Donc, les traders misent plus sur une négociation d'abord, quelque chose de commercial. Effectivement, Trump n'exclut pas de répondre par la force. Bon, il va falloir voir quelle est la réponse. Si l'intervention est aussi rapide que celle du Venezuela, l'Europe n'aura même pas le temps de répondre. Donc là, il faut s'adapter. Quand j'entends certains hommes politiques dire qu'on a le pouvoir de dire non aux États-Unis et à Donald Trump, ben, malheureusement, j'en suis pas sûr du tout. Donald Trump, les moyens de dire non, oui. Donald Trump, ce qu'il fait aujourd'hui, il reprend plus ou moins le playbook de 2003 avec George Bush et l'Irak. Sauf que George Bush respectait un certain protocole. On se rappelle de Colin Powell, la petite fiole, Conseil de sécurité de l'ONU, tout ça. On l'a plus du tout. On l'a plus du tout. Il n'y a même pas de sous-couvert de défendre la démocratie. C'est pas du tout ça. Le fil rouge, c'est Venezuela, Colombie, Groenland. Je mets de côté l'Iran. Le fil rouge, c'est les métaux. On en a parlé, notamment les métaux industriels. Il y en a dans ces 3 pays, notamment des terres rares au Groenland. C'est ce qu'il veut, et c'est un peu l'enfant qui veut un jouet et qui teste les limites. Pour l'instant, personne n'arrête. Ça, pour moi, c'est quand même un facteur d'inquiétude important pour les mois, les années à venir. Bon, défense, donc ça reste un thème de long terme. Oui. Tout le thème des métaux aussi, alors qu'on peut jouer de différentes manières, mais les minières, par exemple, côté, restent des véhicules qui permettent de s'exposer à cette thématique, j'imagine. Oui, si on évoque les enjeux 2026, là, ça fait partie des sujets sur lesquels il faut être exposé ou au moins attentif. Oui, c'est assez drôle parce que c'est un thème qui est évidemment de plus en plus représenté au fur et à mesure qu'il monte, mais qui était très peu représenté dans les indices. Une thématique que je défends depuis plusieurs années. Et ce qui est assez drôle, c'est le changement de discours ou l'ajout. Donc au départ, c'est la transition énergétique. On aime bien ça chez Sycomore, donc on en a beaucoup parlé. Puis ensuite, on a eu l'intelligence artificielle, la technologie, les data centers. Et puis maintenant, on rajoute à ça, il y en a quand même besoin aussi pour les armes. Donc ça recouvre un peu tout le spectre. Oui, là aussi, tendance structurelle sur les minières. Je ne parle même pas de potentielle pénurie, ou du moins de décalage offre-demande sur des métaux comme le cuivre à horizon 2030. Je pense qu'on est assez sécure pour dire que c'est une thématique assez forte pour les prochaines années. Ouais. Globalement, la thématique souveraineté européenne, autonomie stratégique, là aussi, on en parle depuis le début de l'année. Enfin, on en parle depuis longtemps, mais d'autant plus dans un regain de tensions géopolitiques et de conflits potentiels ou de frictions potentielles avec l'ami américain, Wilfried, quand on est en Europe. Oui, c'est un vrai thème. C'est pas un effet de mode. Parce que beaucoup de fonds de stratégie se lancent sur ce sujet-là. Ma question étant de savoir, est-ce que c'est un effet de mode? Et pourquoi pas? Le marché vit aussi des effets de mode. Ou est-ce qu'on est sur quelque chose de plus profond et de plus structurel? On est sur vraiment quelque chose de structurel sur toute la partie, ce que j'appelle le reshoring, c'est-à-dire la partie relocalisation des chaînes industrielles et des chaînes de valeur les plus critiques. Là, on est suffisamment confiant dans l'idée que les intérêts européens vont rester convergents pendant suffisamment longtemps pour que cette politique de réindustrialisation aboutisse à des résultats. J'irai un cran plus loin dans la granularité. Je pense qu'on peut être confiant sur le fait que tous les intérêts nationaux vont converger. Après, effectivement, il va s'agir en Europe de les aligner, ces intérêts nationaux. Et on sait très bien que c'est pas du tout les mêmes entre le sud de l'Europe, le centre, l'Est, que ça commence à se fractionner quand même, ça commence à se fragiliser même d'une certaine manière. Et donc là, effectivement, il va falloir être attentif. Mais globalement, dans toutes les zones géographiques, on voit cette volonté
de maîtriser au maximum des chaînes de valeur pour être capable de peser. Il ne s'agit pas, évidemment, d'être totalement autarcique, parce que ça, c'est impossible. Mais en revanche, il s'agit d'être capable de peser à travers des éléments suffisamment stratégiques pour faire entendre sa voix. Et c'est là aussi où l'Europe a eu beaucoup de retard au démarrage. Et qu'on se rend compte aujourd'hui que ce qu'on savait très bien, c'est-à-dire que les perturbations de chaînes de valeur critiques sur la partie métaux, sur la partie terres rares, nous impactaient directement. Ça n'est pas une surprise, on le sait depuis au minimum le Covid, voire avant. Et en fait, ça n'est que maintenant qu'on se rend compte qu'il va falloir faire un gros effort là-dessus. Bon, la question ensuite que je pose, c'est lorsque les tensions géopolitiques s'affaissent légèrement, on a des moments, et heureusement, où effectivement on a une certaine respiration. Quels seront les arbitrages, en particulier des démocraties, qui sont sujettes à des volontés toujours plus fortes de dépenses sociales de la part de leur peuple. C'est-à-dire que là, le fameux discours de 1953 d'Eisenhower, qui s'intitule Guns or Butter, montrait, on était au cœur de la guerre de Corée. Un goût du beurre. Voilà, et Eisenhower ne peut pas être considéré comme étant nécessairement une colombe, même s'il était plutôt en charge de la logistique au sein de la Seconde Guerre mondiale. Il montrait très clairement que, par exemple, un navire de guerre américain, c'était une dizaine d'hôpitaux. Et donc, il le disait dans son discours. C'est-à-dire, à un moment, il va falloir que vous choisissiez. Vous ne pouvez pas être prospère sans être défendu, mais si vous poussez trop loin la volonté d'être défendu, alors vous allez le payer fortement en termes de prospérité. Aujourd'hui, le balancier, il est complètement du côté justement de la souveraineté, de la défense, tout pour l'autonomie de la stratégique. capacité effectivement d'autonomie stratégique. Il est, à mon sens, certain que le débat, et on le voit en France, malheureusement dans des proportions qui sont probablement un peu décalées par rapport à ce qu'on devrait avoir, mais le débat, il va revenir dans chaque pays. Et à chaque campagne électorale, le débat va revenir et de plus en plus fort. C'est là où le modèle chinois est un modèle que certains regardent avec les yeux de chimène, malheureusement, en disant c'est formidable parce qu'ils s'en fichent. Hein. C'est la démocratie sans l'incertitude du scrutin. Hein. On sait à chaque fois qui va gagner. Voilà. Mais là, effectivement, on va avoir effectivement ces sujets-là. Donc, de la volatilité dans ces secteurs-là, on va les avoir. Donc, il y aura des doutes en permanence. Il y aura des doutes. Et donc, au sein de, par exemple, du secteur industriel, on va avoir des rotations. Avec peut-être moins de chars, moins d'avions de combat, et peut-être plus de capacités de défense électronique et peut-être plus de drones, parce que ça peut servir à quelque chose d'autre. Ça peut servir aussi pour des drones de surveillance, pour l'agriculture, etc. Ça, effectivement, il va falloir être attentif à ça, parce qu'à l'intérieur de cette thématique sur laquelle je suis totalement d'accord... D'une valeur à l'autre, ça peut changer. On va avoir des sous-thématiques qui vont effectivement prendre le relais avec des écarts qui peuvent être très importants. Si on regarde les marchés européens là, pour 2026, qu'est-ce qui vous paraît intéressant chez Equity GPS, Gilles, en termes de secteur, de valeur, de thématique? Non, mais parlons de l'Europe, qui sort d'une très belle année 2025. Comment est-ce que le marché peut continuer de se développer en Europe au cours de 2026? Avec quelle force? C'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on parle de valorisations qui sont au global et en général. Et avant de rentrer dans le détail, soit sectoriel de niveau 1, soit sectoriel de niveau 3, soit individuel des valeurs. Hein, parce que nous, à la base, on regarde les valeurs et ensuite on réagrège, ce qui permet de voir des choses beaucoup plus finement que si on est seulement top-down exclusivement. Eh bien, c'est pas simple. Mais force est de constater que la dynamique des perspectives des entreprises est en haut global correcte et que les marchés sont boules. Et ça se respecte. Mais par contre, quand on descend un petit peu plus bas, on voit des choses beaucoup plus intéressantes et plus marquées. Hein, avec parfois des valorisations très attractives et des dynamiques de perspective très sympathiques et des marchés boules sur certaines valeurs et à l'inverse sur d'autres. Et ça, on le voit tout le temps, en permanence, quel que soit, qu'on soit en 2008 ou au plus bas de 2020. Voilà. Donc, maintenant, si on reste agrégé à un niveau un peu macro, c'est-à-dire géographique ou sectoriel, la France continue d'avoir un très mauvais rating. Très mauvais. On est à 0 sur la France.
La France continue de sous-performer dans sa globalité depuis assez longtemps. Et il ne vous avait pas échappé, pour relier avec ce qui a été dit avant, que on est dans une situation très compliquée d'un point de vue à la fois budgétaire, de maîtrise des grands équilibres, et pas seulement de la dette de l'État. Il y a beaucoup d'autres équilibres qui sont aujourd'hui structurellement bafoués, et sur lesquels on s'est habitué à ce qu'ils le soient. Je vous rappelle qu'il y a... Et ça pèse sur nos marchés boursiers. Non, mais je veux dire, on explique en permanence que les marchés ne sont pas l'économie, ou ne sont pas que l'économie d'un pays, en tout cas, avec le code postal. Nous parfois, avons fabriqué une présentation que nous mettons à jour très très régulièrement, et qui montre que la performance relative des pays est très impactée par la dynamique des ratings souverains. D'accord. Ouais. Et on l'oublie. Pourquoi ? Parce que ce sont des phénomènes qui agissent sur le long terme. Or, on est tous de plus en plus orientés vers le court terme. Et on a du mal à regarder les choses sur 5 ans, 10 ans dans nos... Et voilà, parce qu'il faut rester en vie. Entre-temps, en vie, c'est-à-dire en vie professionnelle. Oui, bien sûr. Jusqu'ici, Dieu merci, dans nos pays européens. Mais c'est là où intervient, le bon mix, c'est là où intervient la notion de gestion du risque, qui est absolument indispensable pour pouvoir déployer à moyen terme une stratégie avec des modèles constants, mais qui bougent au fur et à mesure que vos données qui rentrent dans vos modèles elles-mêmes évoluent. Oui, voilà. Et tout en vérifiant, bien sûr, l'adéquation de Donc, de France, tout ça à la c'est réalité. pas le... Au global, mais de la même façon, on a des bons ratings avec des dynamiques de perspective et des bull market bien sur certaines valeurs, et beaucoup moins bien sur d'autres. Voilà. Donc, mais la zone euro au global est pas extraordinaire. L'Allemagne est mieux que la France parce que les perspectives sont meilleures. Oui, les perspectives sont meilleures, et puis surtout la reflation. Ils sont pas dans le mur comme la France l'est. Alors le mur est mou, parce que certains disaient qu'on était dans le mur il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans, voilà. Et est-ce qu'ils ont eu raison ou tort ? Un peu des deux. D'accord ? Et l'Allemagne a plus de marge de manœuvre, les Pays-Bas ont plus de marge de manœuvre, les pays nordiques en Europe ont beaucoup plus de marge de manœuvre, et voilà. Donc en fait là j'ai dessiné un petit peu un chemin géographique, sachant qu'on aime aussi beaucoup l'Italie, mais pour d'autres raisons, notamment parce que les efforts ont été faits en Italie et en Espagne. Et il y a une perception qui est en train de changer sur un pays comme l'Italie. Les efforts ont été faits sur 6 ou 7 ans. Et comme souvent, la perception, elle vient bien après que la réalité des choses ait changé en termes de latence, toujours très important de ce point de vue-là. Sur les marchés européens, et puis globalement, moi je reprends aussi la deuxième partie d'année a été très difficile pour tout ce qu'on appelle la qualité, quality growth par exemple. Alexandre, alors chez nous, c'est le luxe, food and beverage, la santé aussi. Alors on peut rentrer aussi dans le détail, mais c'est vrai que ces valeurs qui ont été quand même des socles de performance pendant des années entières pour tous les gestionnaires d'actifs connaissent un niveau de sous-performance qui commence à impressionner d'une certaine manière. Oui, c'est vrai. Est-ce que le marché était excessif là, de ce point de vue-là ? Et est-ce que c'est une année où on peut imaginer un rattrapage de ce facteur-là ? Alors ça dépend sur quel secteur. Effectivement, sur la santé, on aime bien parce qu'on trouve que les perspectives sont plutôt bien orientées. Tout le monde aime bien la santé. Et on aime bien. Je ne connais pas un gérant qui ne me dise pas qu'il n'aime pas la santé. C'est-à-dire qu'au départ, je pensais effectivement être contrariant avec ça, et je me rends compte de plus en plus que c'est le consensus. Mais on voit... Tous ceux qui passent ici. C'est notre lot, Alexandre. on imagine se différencier, en fait. Voilà. Mais on sent quand même qu'il y a
une espèce de tendance qui s'essouffle. Voilà, on a l'impression que c'est la fin de la baisse. En tout cas, ça se stabilise en bas pour la santé. Donc, je suis assez favorable à ce secteur-là. Le luxe, en revanche, je vois deux problèmes. Alors, je me contente de la macro. Le premier, c'est que je mets un gros point d'interrogation sur la tenue de la consommation américaine. La fameuse reprise en K, je ne sais pas si les 10% les plus riches vont encore tenir en fonction du contexte. Vraiment, j'émets des doutes. Et le deuxième problème que je vois, c'est l'exposition à la Chine. Pourquoi ? Parce que toute société qui n'est pas chinoise, qui est exposée à la Chine, voit en face d'elle le risque d'être remplacée par une société en interne. La Chine, dans son plan quinquennal, dit une chose très claire, tout ce qu'on peut faire tout seul, on le fait tout seul. Et ils vont essayer de tout faire tout seul. Et ça vaut pour le luxe, parce que pendant longtemps, on a pensé que le luxe français était évidemment irremplaçable. Et que même en Asie, même en Chine, où on peut avoir une consommation un peu nationaliste ou patriote, le luxe français gardait une place à part. Alors, pour le marché, c'est déjà en train de changer, mais pas au niveau de la Chine. Si on regarde, qui pour nous, Français, n'est pas forcément luxe, une entreprise comme Ralph Lauren, elle a très très bien fonctionné en bourse. Donc, c'est considéré comme du luxe américain. Le luxe chinois, effectivement, n'est pas encore très présent, mais on voit de plus en plus, à un moment donné, on s'est posé la question, est-ce que Nike est devenu, est-ce qu'il est dans le secteur du luxe ? Aujourd'hui, Nike est complètement remplacé par des marques de sportswear chinois. Et je pense que ça peut tout à fait être le cas. Arriver à d'autres marques. Enfin, on l'a vu dans le secteur automobile, où en 5 ans, ils sont passés de 0 à premier exportateur mondial avec des voitures qui sont franchement de qualité, quoi. Donc, il y avait un aspect statutaire quand même à détenir, à avoir une BM ou une Mercedes en Chine. Il y avait cet aspect statutaire, mais qui a shifté, qui a bougé. Qui a plus du tout. Qui a plus du tout. Donc, pour moi, c'est ces deux problèmes qui font que, oui, sur le luxe, je suis pas sûr que ça continue pas de baisser. Food and beverage, j'avoue que j'ai pas d'avis particulier. Pour le reste, on a parlé des tendances qui vont continuer. Mais ça veut dire, les bancaires aussi, ça continue. Enfin, je pose la question un peu rapidement, mais plusieurs années de surperformance du secteur bancaire en Europe, une revalorisation quand même du secteur, mais il y a encore un alignement favorable. C'est allé très vite, très fort. Ouais. Et je pense que maintenant, au vu des résultats qu'elle publie, et de toute façon c'est un peu global sur le marché européen, je pense que l'expansion de multiples va toucher à sa fin. On a eu aux États-Unis 2 ans et demi à peu près d'expansion de multiples, et puis ensuite on a varié en fonction des résultats. L'Europe a à peu près 1 an de retard sur ce mouvement d'expansion de multiples. Mi-2026, on peut s'attendre à ce que ça s'arrête. Donc globalement, ce qu'on attend, c'est 2026. Une variation du marché action en ligne avec la croissance des bénéfices, qu'on attend quand même peut-être un peu plus basse que le consensus, qui est assez sensiblement au-dessus de 10%. On attend plutôt 8%. Ouais. Donc on est prudent là-dessus. Il y a souvent des révisions à la baisse au cours de l'année. Voilà, je pense qu'on peut avoir de petites déceptions là-dessus. Mais encore une fois, on en a parlé sur la défense, il va y avoir du mouvement, il va y avoir du mouvement sur tout. Je pense que l'année va être relativement volatile et qu'il va y avoir pas mal de points d'entrée à aller chercher. Il y a tout pour qu'il y ait de la volatilité absolument sur cette année. Sur la partie américaine, semaine de l'emploi, Wilfried, où est-ce qu'on en est de la conversation macro aux États-Unis, notamment entre les marchés et la Réserve fédérale américaine, en attendant le nom du successeur de Jérôme Powell? En fait, c'est un élément effectivement très important, parce qu'on voit que le marché de l'emploi est en phase finale de normalisation, et on a très très peur qu'en fait il détruise. Il aille au-delà. Il aille au-delà. Il faut voir que sur les marchés, en fait, il y a 3 éléments qu'il va falloir suivre en 2026. C'est la consommation américaine et donc l'emploi. C'est les taux d'intérêt, donc la réaction de la Fed à tout ça, et la tech, avec à la fois l'impact sur l'économie et la tech elle-même et les investissements massifs et leur rentabilité. C'est les 3. Ce sont les 3 vecteurs qui vont probablement décider d'une bonne part de la performance des marques actions en 2026. Et effectivement, la première aujourd'hui qui nous intéresse, avant les résultats d'entreprise qui vont commencer et sur lesquels on va se focaliser déjà sur la tech évidemment, c'est ce fameux marché de l'emploi et cette consommation, puisque comme l'a si bien expliqué Alexandre, on a les 10% d'Américains qui en plus possèdent les actions, qui possèdent 87% des actions, qui aujourd'hui comptent pour un peu plus de 50% de la consommation américaine. Et donc qui aujourd'hui
soutiennent non seulement la croissance américaine, mais soutiennent d'une certaine manière la croissance mondiale. Pour l'instant, jusqu'ici, ça tient. Moi, quand je regarde effectivement un certain nombre d'indicateurs, je ne suis pas très inquiet. Je ne suis pas très inquiet parce que je vois que ce qu'on met en exergue sur, par exemple, les taux de défaut, sur les cartes de crédit, sur les crédits immobiliers, en fait, quand on se réfère à l'avant-Covid, on revient à une certaine normalité. Alors oui, on est largement au-dessus des 2 ou 3 dernières années, mais on revient juste à une certaine normalité et les bilans des entreprises comme des ménages restent encore relativement sains. Ouais. Donc je pense que ça peut tenir, mais la clé, effectivement, c'est le marché de l'emploi. Et l'élément, moi, qui m'intéresse beaucoup, c'est le fait que l'accès au marché de l'emploi par les populations qui, normalement, devraient atteindre rapidement les fameux 10%, c'est-à-dire les populations diplômées qui vont directement dans les services aux entreprises, le juridique, l'informatique, baisse beaucoup, peut-être à cause de l'intelligence artificielle, on ne sait pas, mais en tout cas baisse beaucoup. Et donc, il y a cet effet un peu de perte de confiance au bas de ces 10% qui pourrait nous donner quelques sueurs froides au cours de l'année. Jusqu'ici, je trouve que ça tient plutôt pas mal. Et les indicateurs, tels que je les regarde, sont plutôt encore positifs. Donc, je reste positif, mais effectivement, on va avoir pas mal d'indicateurs qui vont arriver et qui vont enfin être, j'espère, solide, parce que pour l'instant on avait quand même un peu de crainte sur le fait qu'il y avait quand même des choses assez peu fiables, qui avaient été retravaillées pour combler un certain nombre de manques. Là, on va quand même avoir normalement des choses un petit peu plus solides. Et puis, on va se préoccuper évidemment, bien sûr, du remplacement de Monsieur Jérôme à la tête de la Fed. Et on sait que tout remplacement à la tête de la Fed suscite de la volatilité et que les premières interventions, si vous les reprenez, même celle de Greenspan, celle de Yellen, celle de Powell, ça a toujours été compliqué. Oui. Parce qu'il faut trouver sa place, il faut trouver ses marques. De Christine Lagarde aussi. Mais là, je voulais... C'est une de mes bonnes résolutions de ce début d'année. Ne plus parler de la BCE ? Non, mais avoir une politique peut-être de neutralité bienveillante. Voilà, puisque je pense que tout le monde sait ce que je pense. Comme les autres, ni plus ni moins que les autres. C'est les premiers mots et les premières déclarations sont parfois... Et puis après, source de volatilité. Et puis après, on peut effectivement tirer le fil. Mais bon, oui, c'est un choix important. On en a beaucoup parlé, on va attendre d'avoir le nom maintenant. C'est un choix important, mais je pense, pour moi, l'information majeure, c'est quel que soit le choix, il y aura de la volatilité à ce moment-là, parce qu'il va falloir s'habituer de toute manière à un nouveau style, à une nouvelle façon de raisonner. Un nouveau verbe. Exactement. Sur ce marché américain, qu'est-ce que vous dites, Gilles ? La santé, et notamment les biotech, sont tout en haut, et l'immobilier et les services aux collectivités sont assez basses. Et la tech est plutôt basse. Mais ça encore, c'est quelque chose... En termes de rating. Voilà, rating, espérance de gain, mais ça ne tient pas compte des volatilités respectives de toutes les valeurs au sein de ces secteurs qui sont bien sûr variables. Et je rejoindrai ce qui vient d'être dit sur le sujet de la politique monétaire. Les États-Unis vont baisser les taux de façon progressive, probablement extrêmement agressive. En tout cas, sans doute insuffisamment par rapport à ce qui est souhaité. Oui, non mais d'accord. Oui. Encore aujourd'hui et pendant 2 ans et demi. Donc on peut parier là-dessus. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelque part, on a un monde qui s'enfonce dans la dette et dans la stimulation. D'accord ? Donc c'est en ce sens que la situation de la France... Bon, on peut toujours se comparer aux plus mauvais élèves en la matière, et se dire, à la fin, on n'est pas tout seul. Mais d'abord, il y a de meilleurs élèves, tout est relatif. Il ne s'agit pas de dire les bons, les mauvais, il y a des meilleurs et des moins bons. Ça rejaillit sur la performance des entreprises, pour revenir à ce que vous disiez, via le coût du capital, et pas seulement obligataire, pas seulement en bonds, mais également en equity. Parce que quand vous avez une volatilité plus faible, ça se voit. Ça rejaillit en termes de stabilité des entreprises, de leur capacité à agir sur leur stratégie, exécuter leur stratégie sur le long et très long terme, en étant un peu moins, ou beaucoup moins, déstabilisés par des risques macro-politiques ou macroéconomiques, et elles sont un petit peu plus loin du centre du cratère.
Là, ça, sur le long terme, ça se voit, mais de façon incroyable. Ça se voit par une meilleure résistance aux chocs. Les chocs arrivent toujours. Donc, quand vous restez mieux que d'autres, et ben en termes macroéconomiques comme pour les entreprises, c'est relativement meilleur. Un mot de la Fed pour conclure avec vous, Alexandre. Oui, ça va être un enjeu là dans les prochaines semaines, évidemment. Oui, sur la Fed, il y a pas mal d'incertitudes, même si elle va probablement baisser les taux agressivement, effectivement. Enfin, j'attends ça sur la deuxième partie d'année. De ce point de vue-là, un marché que je regarde beaucoup, qui n'a rien à voir avec les US, le marché japonais. Là, on est sûr de la politique de la Banque centrale, qui devrait augmenter progressivement ses taux, comme elle a commencé à le faire. Se pose une grosse question pour 2026. La fameuse fin du carry trade. Donc ça, c'est un des risques. Tout n'a pas été purgé de ce point de vue-là. Non. Et je pense qu'il y a pas mal de choses. Sont même reconstruites peut-être depuis l'événement. C'était quoi, l'été 24 24, absolument, 24. Et non, je pense qu'il y a pas mal de choses à regarder au Japon. On peut regarder la value dans cette politique de hausse de taux. Et on peut regarder le yen aussi, qui est au plus bas depuis extrêmement longtemps. J'ai même plus l'horizon de temps. Oui, on est à plus de 155 encore, j'imagine, là, j'ai pas revu sur dollar-yen. Bon, merci beaucoup, messieurs. Merci pour votre éclairage en ce début d'année 2026. Alexandre Taïeb, Sycomore Asset Management, Gilles Bazissière, Equity GPS et Wilfried Galland, Montpensier Arbevel étaient les invités de Planète Marché ce soir. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui du quantique, une technologie de rupture qui avance à vitesse grand V et qui est en train de sortir des laboratoires pour se diffuser au monde de l'entreprise et au monde industriel en général. Nous en parlons avec François Robinet, qui est Managing Partner chez AVP. Bonsoir et bienvenue, François. Bonsoir, Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Oui, ça va nous changer un peu de l'IA. On va parler du quantique et de l'avenir du quantique, notamment quand on est investisseur. Un mot d'ailleurs de ce qui caractérise AVP, qui est une plateforme globale d'investissement spécialisée dans la technologie. Et donc, je regardais, vous mettez en avant un ADN transatlantique avec l'idée d'essayer d'équilibrer vos investissements en technologie aussi bien côté Amérique du Nord que côté européen. Et donc, je me disais, il y a quand même une forme de discipline à se dire que on cherche, ou on peut trouver, en tout cas peut-être, autant de bonnes idées d'investissement en technologie en Europe qu'en Amérique du Nord. Écoutez, on peut en trouver définitivement beaucoup en Europe, beaucoup aux États-Unis. Donc, depuis le début, effectivement, on a fait le choix assumé d'être transatlantique, c'est-à-dire d'investir dans des sociétés technologiques aux États-Unis et en Europe. Et effectivement, on essaye de faire plus ou moins 50-50, c'est pas une science exacte. Non, mais c'est une vraie discipline de départ. Quoi. Absolument, exactement. Et alors, sur votre question, est-ce qu'on trouve autant de bonnes idées ? Question compliquée. Non, mais le marché américain est absolument, en termes d'innovation, en termes de densité d'entreprises tech, est effectivement assez intéressant. Ceci dit, on trouve de très bonnes sociétés en Europe, on trouve de très belles pépites en Europe. Le marché américain est très dense, mais aussi très concurrentiel. On a beaucoup de nos petits camarades qui font un très bon travail aux États-Unis. On en a également en Europe, mais j'allais dire le marché s'équilibre. Donc, ça nous permet de faire plusieurs choses. Ça nous permet de diversifier, de ne pas avoir pression pour investir à un moment donné sur un marché. C'est-à-dire que sur un fonds d'1 milliard, on n'a pas 1 milliard à déployer, soit sur le marché US, soit sur le marché américain. On a 2 fois 500 millions, moins de pression. On peut jouer les cycles. On a également des thématiques qui sont différentes sur les deux marchés. Vous parliez de l'IA, il y a des très belles sociétés IA en Europe, mais c'est vrai que la densité d'innovation en IA aux États-Unis est incroyable. En Europe, on a beaucoup de fintech. Oui. Les systèmes de paiement européens sont assez développés, donc on a beaucoup de fintech. Donc ça permet de jouer des thématiques différentes, des cycles de valorisation différentes. Et donc, j'allais dire, jusqu'à maintenant, ça nous a bien convenu. Ouais. Bon, bien, parlons du quantique, effectivement. Je le disais, technologie de rupture. Alors, comme vous le dites, qui est en train de sortir des laboratoires, c'est ça, François, avec des horizons de temps qui sont très proches de nous pour de premières applications industrielles. Qu'est-ce qu'il faut comprendre rapidement des enjeux du quantique, de ces horizons de temps et des applications industrielles que vous attendez? Alors je suis ravi de parler du quantique parce que c'est un sujet qui me passionne, que j'aborde avec beaucoup d'humilité parce que c'est quand même
assez compliqué. Ouais. Et pour vous dire, chez AVP, on parlait de l'aspect transatlantique, on investit aussi à travers différents véhicules d'investissement dans des sociétés tech, les mêmes sociétés tech, mais à des moments différents. Oui, je ne l'ai pas dit. Ça va du venture, oui, c'est ça. Oui, bien sûr. C'est une Oui. introduction pour la réponse sur le quantique. Et donc, on a regardé, évidemment, on regarde toutes les technologies de rupture. Vous avez parlé d'IA, c'est le gros thème du moment. On a fait plein de choses en IA. Mais ça fait un moment qu'on s'intéressait au quantique. Parce que c'est une technologie de rupture, etc. Mais pendant assez longtemps, on a pensé, et le marché a pensé, oui, c'est loin, le quantique, les premières applications 2040, 2050. Et en fait, on s'est aperçu assez récemment que non, que en fait, ça s'accélérait. Et l'expression que vous avez utilisée est tout à fait la bonne, c'est-à-dire que ça quitte les laboratoires. Il y a encore beaucoup de recherches fondamentales. C'est la vôtre, François, que j'ai repris à mon compte, mais il n'y a pas de copyright, donc tout va bien. Non, ça quitte les laboratoires, c'est-à-dire que le sujet aujourd'hui, il est moins sur la recherche fondamentale. On sait que l'application de la physique quantique aux ordinateurs fonctionne. On le sait. Le sujet, il est industriel. Alors, c'est un sujet très compliqué. Il s'agit de fabriquer des ordinateurs quantiques. Mais c'est un sujet de mettre en place des process industriels, de mettre en place des usines pour fabriquer des ordinateurs quantiques. Et donc, l'horizon de temps, il est plus de 15 ans. L'horizon de temps, il est, les plus optimistes disent 3 ans, je dirais entre 3 et 5 ans. 2030, moi, j'ai en tête. Voilà, quand on discute, alors on va parler de boîtes françaises dans lesquelles vous investissez. 5 ans, ils ont 2030 comme horizon. 5 ans dans notre métier, c'est très court. On avait en venture, on investit avec un horizon d'investissement entre 5 et 10 ans. Ouais. Donc c'est très court. Et quand je dis l'horizon, il est à 5 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on aura à ce moment-là des ordinateurs quantiques qui atteignent ce qu'on appelle la suprématie quantique. La suprématie quantique, c'est le moment où les ordinateurs quantiques pourront faire des choses, entre guillemets, résoudre des problèmes, mettre en œuvre des algorithmes que les ordinateurs classiques, les plus puissants des ordinateurs classiques, ne peuvent pas faire. Et donc, on pourra faire des choses nouvelles, quelque part. C'est la nouvelle frontière du calcul de haute performance. C'est exactement ça. Et avec la fiabilité qui va avec. Je crois que, je le dis, on va parler d'Alice et Bob, qui est une des pépites françaises du quantique, et vous êtes investi dans Alice et Bob. Leur objectif est justement de diminuer ce niveau d'erreur qu'on peut avoir encore aujourd'hui dans certains calculs quantiques. C'est ça. Alors, en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je parlais de la théorie nous dit que ça marche. Après, la pratique, il faut que ça marche en pratique. On mesure souvent dans la presse, notamment, la performance des ordinateurs quantiques en qubits. Oui. Parce que c'est une analogie facile avec les bits des ordinateurs classiques. Mais c'est un peu un raccourci. Parce que les qubits, c'est de plus ou moins bonne qualité. Le problème des qubits, je ne vais pas faire un cours de physique quantique, d'abord, j'en serais bien incapable d'abord, mais c'est que c'est très instable et ça dure très peu de temps. Donc le sujet, quand je parle de mise en production, c'est de produire des qubits qui sont stables, sur lesquels on peut stocker des données qui durent dans le temps et avec lesquels on peut faire des choses, quelque part, des qubits logiques, ce qu'on appelle des qubits logiques, et c'est la vraie mesure en fait. Et effectivement, on a investi dans Alice et Bob. J'en profite pour dire qu'on a investi dans un Alice et Bob société française après avoir regardé tout le marché et peut-être qu'on en parlera après, sujet de souveraineté également sur le domaine du quantique. On a la chance en Europe en général, mais en France singulièrement, d'avoir un nombre de startups opérant dans le quantique assez remarquable et des très bonnes sociétés. Sociétés qui sont au milieu des meilleurs mondiaux et qui font quelque part la course en tête. Et c'est pas du wishful thinking que de dire ça aujourd'hui. Autant sur l'IA, je crois que si on est réaliste, on a compris que, en tout cas, dans les infrastructures, etc., les États-Unis, la Chine, on fait le travail. Autant dans le quantique, vous dites, la France, avec des boîtes comme Alice et Bob, Pascal ou d'autres, on est au niveau de ce qui se fait le mieux dans le monde. Vous avez mentionné Pascal, Candela, Alice et Bob. C'est 12, et il y en a d'autres, je ne veux pas les mentionner tous. Toutes ces sociétés-là, c'est des sociétés qui sont sur le top tier au niveau mondial. Nous, on a choisi Alice et Bob pour différentes raisons, d'investir dans Alice et Bob. On aurait peut-être aimé investir dans toutes. Heureusement, on a dû faire des choix. En particulier parce que effectivement, la technologie... En fait, quand je disais que l'enjeu, c'est le passage à l'ère industrielle, il y a différentes technologies qui permettent
justement d'arriver à cette stabilité dont on parlait, qui ont toutes leurs avantages et leurs inconvénients. Soit parce que les ordinateurs sont très sensibles aux vibrations, par exemple, soit parce que le temps de calcul est plus long, soit Alice et Bob, ça marche bien, sauf que ça opère dans des environnements proches du zéro absolu, à moins 273 degrés. Ouais. Donc ça crée des contraintes en termes de mise en production qui sont particulières. Bon, on a pensé que tous ces défis allaient être relevés par l'équipe, et ils sont en train de le faire d'ailleurs. Et donc, effectivement, on aurait un ordinateur qui atteindrait cette suprématie quantique. Mais vous dites qu'il y a des choix à faire. Il n'y a pas encore une technologie standard qui s'est imposée. Il y a des vrais paris technologiques encore à faire. Vous allez entendre parler d'atomes neutres, vous allez entendre parler de ions piégés, des choses comme ça, ou de supraconducteurs. Il y a différentes technologies. Il est probable qu'il n'y aura pas, en tout cas initialement, une technologie qui va rafler la mise, mais plusieurs technologies coexisteront et peut-être se renforceront les uns les autres. Ouais. En termes d'application industrielle, là, pour revenir au concret des 3 à 5 prochaines années, qu'est-ce que vous attendez en termes d'application industrielle ? Qu'est-ce qui va être possible de faire ? Effectivement, 3 à 5 ans, le sujet, c'est d'avoir donc cet ordinateur quantique. Je dis juste un mot avant pour illustrer mon propos sur le passage à l'échelle, le passage à l'ère industrielle. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quoi le défi aujourd'hui ? C'est plus la recherche fondamentale, c'est les finances et création d'usines, on peut le dire comme ça. Oui. Et pour faire ça, ça veut dire qu'il y a énormément de M&A. C'est-à-dire que dans le monde du quantique, on a des très gros acteurs. Google, on connaît Google, on pense à Google AI, intelligence artificielle, concurrent d'OpenAI. Ils investissent énormément dans le quantique. Ils viennent de faire une acquisition pour avoir une petite pièce de la chaîne de valeur. Une grosse start-up qui s'appelle IonQ a acheté une société pour 1,1 milliard de dollars. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est réel. C'est des vraies opérations industrielles. Et qu'est-ce que ça va permettre de faire ? Alors, quand on parle du quantique, on lit souvent dans la presse que l'ordinateur quantique permettra de casser Internet. C'est-à-dire de décrypter ce qui est indécryptable avec des technologies classiques, c'est-à-dire les codes de cryptographie qu'on utilise pour faire des transactions bancaires, pour crypter Internet. Alors c'est vrai, ça s'appelle l'algorithme de Shor, mais ça ne sera pas la première application parce que c'est une des applications les plus compliquées. C'est celle la plus sensationnelle, mais ça ne sera pas la première. Les premières applications, ça va être sur la physique des matériaux, ça va être sur la chimie, ça va être sur les biotechnologies et la médecine, puisque l'ordinateur quantique permet de résoudre des problèmes ou de simuler des matériaux que les ordinateurs classiques ne peuvent pas faire. Tout ce qui nécessite de la modélisation. La modélisation, de la simulation stochastique, de la modélisation très compliquée. Et donc, les premières applications concrètes, c'est quoi ? C'est des nouveaux matériaux. Des matériaux plus résistants, des matériaux qui résistent à des conditions très particulières. Ou c'est des nouveaux médicaments. Ou c'est des nouvelles molécules. Et ça, effectivement, c'est 2030, 2031, 2032. Il nous reste quelques secondes. François, vous avez combien là chez AVP ? Il y a combien d'argent frais à déployer dans un sujet comme le quantique ? Écoutez, on aimerait bien tout. Je vous dis, moi, je suis un grand fan du quantique, donc j'aimerais bien en mettre avoir plus. Non, on gère pratiquement 2,5 milliards. On n'a pas 2,5 milliards sur le quantique, mais on va continuer à investir. On a l'idée, on a dirigé le dernier tour de table d'Alice et Bob, qui était un tour de table de 100 millions, ce qui paraît beaucoup. Les concurrents américains ont levé 1 milliard. Donc ça va être le sujet. Le sujet, ça va être un sujet de financement. Et c'est pas simplement les fonds comme nous qui vont pouvoir faire ça. Sujet industriel avec tout ce que ça comporte comme enjeu de financement et avec des quantités de financement importantes. Merci beaucoup François. Merci d'être venu nous parler de votre passion du quantique. L'heure du quantique approche. François Robinet, Managing Partner chez AVP, était l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse.